Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes le lundi 19 octobre 2022 et je continue ma lecture de l'utopie. Voilà. Et mes digressions à partir de cet ouvrage. Alors c'est en lien avec le site https://mécaniqueuniverselle.net dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle, l'éveil. Voilà. Alors c'est aussi, si on veut le regarder sous cet angle-là, une sorte d'utopie prévisionnelle. À mon sens, cette utopie se réalisera et j'essaie de le démontrer de façon le plus pragmatiquement possible. Alors là, je vais m'intéresser à cette partie de cet ouvrage que l'auteur, Frédéric Rouvillois, consacre à Morelli. Voilà, et apparemment, je n'ai pas lu le texte, hein, donc c'est l'introduction au petit extrait que cet auteur a choisi de présenter pour illustrer l'utopie. Et donc c'est sur la propriété, unique cause du mal. Alors, pourquoi la propriété serait l'unique cause du mal? Alors je lis et puis voilà, je commente éventuellement si des choses me paraissent intéressantes à commenter. Alors Morelli, la propriété unique cause du mal. La pensée de Morelli et son œuvre ont exercé une influence considérable sur Babeuf, puis sur les utopistes français du XIXe siècle, et jusqu'à Friedrich Engels, qui, lançant en 1845 le projet d'une bibliothèque socialiste, envisage de la commencer par Morelli. Son code de la nature, estime un commentateur, relie Thomas More et Campanella aux communistes des temps modernes. En fait, il fait le lien entre ces utopistes du 15e, 16e siècle et les utopistes qui, qu'on peut considérer comme tels du 19e siècle à partir de Marx, etc., Fourier, qui ont vraiment pensé en, en termes de société nouvelle, plus généreuse, plus partageuse, plus voilà, plus en phase avec l'éthique humaine en fait. Donc, l'un des aspects les plus curieux de ce texte capital est peut-être la méconnaissance que l'on a de son auteur. Oui, moi je ne le connaissais pas. Le code ayant été publié, alors le code, apparemment c'est ça, c'est le code de la nature, c'est le texte qu'il a écrit, Morelli. Le code ayant été publié dans une édition pirate des œuvres de Diderot, Amsterdam 1773. C'est à ce dernier qu'il fut longtemps attribué, notamment par J.F. Laharpe, qui lui consacre en ce sens une longue étude dans son lycée au cours de littérature. Ce n'est qu'en 1840 qu'il sera publié sous le nom de Morelli, ce qui n'empêche pas
que ce dernier soit demeuré un auteur mystérieux, le méconnu des Lumières, écrit Wagner, N. Wagner, dont on sait seulement qu'il naquit entre 1713 et 1718 et qu'il fut probablement précepteur. Alors c'est assez étonnant comment certains auteurs comme ça passent complètement sous la lumière de ce 21e siècle là, qui a pourtant l'encyclopédie mondiale qui rassemble l'ensemble des savoirs avec Wikipédia, Google, etc. Et il y a comme ça des auteurs qui passent complètement au travers. Morelli en fait partie. Et l'autre fois, je cherchais justement une autrice dont parle Frédéric Rouvillois, qui s'appelle... Alors, où est-ce que je retrouve son nom? Est-ce que je vais simplement le retrouver, ce nom-là? C'est pas ici. Alors, c'est... Bon, je sais plus, j'arrive plus à retrouver ce nom. Mais une auteure qui a travaillé sur le fait de devenir immortel. Alors, c'est dommage. Bon, j'arrive pas à retrouver son nom. C'est pas grave. Et donc, curieusement, aucune référence sur Internet à propos de cette autrice-là, de cette femme. Elle a écrit sans doute qu'un livre ou deux, qu'un ouvrage, c'est très peu, mais c'est quand même vraiment incroyable qu'on arrive à voir ces lacunes-là, qui sont importantes en fait. Donc, de Morelli, donc, on n'en connaît en définitive que le système, un système fondé sur une condamnation globale, à la fois historique, morale et politique, de la propriété privée, considérée comme l'unique source des maux de l'humanité. Alors, s'il a écrit ça dans les années 1773, eh ben, c'est quand même bien avant. La propriété, c'est du vol, je crois que c'est Proudhon. Voilà des auteurs du 19e siècle qui ont combattu l'idée de propriété, justement, parce qu'il y avait des injustices flagrantes. Et c'est peut-être encore le cas actuellement, et peut-être c'est redevenu le cas du fait que la propriété, déjà au niveau planétaire, c'est clair qu'il y a des injustices hallucinantes. Alors peut-être qu'en Occident, on peut accéder à peu près à la propriété. Voilà, celui qui veut accéder à un peu de propriété, il peut y parvenir. Mais qu'une grande partie des terres du monde soit thésaurisée par quelques humains au détriment des autres, c'est clair que c'est injuste. Alors le monde se construit sur ce type d'injustice, c'est comme ça fait partie de l'évolution, mais c'est quelque chose qu'on devra dépasser. Et évidemment, sur la mécanique universelle, lorsque je pense en termes de finalité de l'humanité, lorsqu'elle aura atteint sa perfection, à mon sens, la propriété n'aura plus lieu d'exister en réalité. Tout sera construit, mais pour l'ensemble humain, ça sera au service de l'humain. On aura dépassé le consumérisme, on aura dépassé
la société de consommation, on sera sur une société de contemplation, une société de relations humaines, une société d'être, l'avoir, voilà, les gens auront dépassé cette, cette période qui stimule simplement l'ego, notre part primaire quoi, hein, de, de l'individu. Et donc voilà, je continue. À l'instar de Rousseau, Morelli affirme en effet que l'homme n'est pas né méchant, mais qu'il l'est devenu. La nature a tout fait pour disposer les hommes à une unanimité, à une concorde générale. Ben oui, on a cette propension. Après, il suffit de la faire émerger dans l'humanité. Il suffit, non, parce que ça prend des millénaires, on le voit, c'est un travail de longue haleine, mais c'est le travail de l'humanité de faire émerger progressivement cette, cette capacité, voilà, de faire émerger le bien chez l'homme, qui est son fondement, qui est le fondement de notre esprit. C'est le système qui stimule, parce qu'il a besoin de ça, qui stimule nos basses pulsions, en fait, l'agressivité, etc., la compétition, voilà, et tout ce qui peut entraîner, en fait, le, ce qu'on pourrait appeler la méchanceté, entre guillemets, mais qui n'est pas ce terme-là. Donc, qu'il est devenu. La nature a tout fait pour disposer les hommes à une unanimité, à une concorde générale. Ce qui signifie qu'il a existé autrefois un état de nature qui était également un âge d'or. Alors, bien sûr, et ça, je vous renvoie à la mécanique universelle. Ce que je dis, c'est que lorsque nous étions des primates naturels, nous ne connaissions pas le mal. On agissait comme ça spontanément, mais bon, évidemment, on se comportait comme les primates aujourd'hui, comme les chimpanzés qui seraient les plus proches de nous. C'est-à-dire, voilà, un dominant, s'il veut voler la part d'un subalterne, il le fait. Et, s'il veut voilà, il peut se défouler sur lui sans qu'aucune règle ne l'interdise réellement. Voilà, il y a des règles implicites, parce que peut-être que l'ensemble du groupe, voilà, lui fera comprendre que son acte n'est pas le bon, mais enfin, en tout cas, on, le, le, le primate naturel était dans un état où il n'y avait pas d'interdit, où il n'y avait pas euh, de règles, de lois, etc. Ces règles, ces lois, je le dis sur la mécanique universelle, elles étaient instinctives. Voilà, c'est le dominant arrête automatiquement la violence quand le dominé fait acte de soumission. Voilà, c'est une règle, ça s'est transformé dans l'humanité en règle, en loi, voilà, en règle humaine, en gros. Mais à l'origine, c'est une règle instinctive. Ensuite, l'humanité a développé, à partir de ces interdits basiques, instinctifs, a développé des lois, des interdits, des tabous d'abord, qui sont devenus des interdits, des lois, etc. Voilà les grandes lois de l'humanité. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Tu respecteras pères et mères. Enfin, voilà, à partir de ces règles de base, de ces quelques lois
archaïques, basiques, on a développé tout un tas de lois pour devenir le code pénal que nous connaissons aujourd'hui et qui interdit de plus en plus à l'homme d'abuser de ses congénères. Voilà. Euh, et progressivement, l'humanité abuse de moins en moins de ses congénères. Bon, alors même si il y a des moments comme celui que nous sommes en train de vivre euh, qui a, qui a dévalué un peu la morale, l'éthique, etc. Et donc, pendant la toute-puissance du marché, il fallait que ça soit comme ça. Mais c'est un passage simplement dans l'humanité. Dans quelques décennies, on aura dépassé ce passage-là. Donc, âge d'or qui subsiste encore en partie dans certains peuplades sauvages où l'on vit heureux et libre parce que l'on observe religieusement les lois précieuses de la nature. Malheureusement, l'apparition de la propriété a ruiné ce modèle primitif, selon Morelli. De la propriété naissent en effet tous les crimes, enfants du désespoir et d'une indigence furieuse. Les vices qui ne sont que des variantes ou des degrés de l'avarice. La propriété, sujet infaillible de discorde, suscite les conflits et par contre-coup les lois et la morale vulgaire qui, loin d'empêcher le mal, vont contribuer à le répandre et à l'enraciner. Mais la propriété entraîne aussi, sur un plan parallèle, l'instabilité des États et tous les malheurs publics. Bien sûr que on peut voir les choses comme ça, et c'est vrai, c'est une réalité. La propriété, à ce degré-là, c'est la cause de tous les maux. Mais c'est un passage obligé de la période, d'une des périodes de l'évolution de l'humanité. Il y a eu un temps où nous étions que des chasseurs-cueilleurs et on ne connaissait pas la propriété. Ce développement de la propriété, cette expansion de la propriété qui s'est fait sur des millénaires, a permis de construire l'humanité. C'est un des moteurs de l'humanité. Mais simplement, lorsque nous aurons atteint l'ultime perfection, dans 300-400 ans peut-être, 1000 ans, je ne sais pas, cette propriété sera abolie. Donc c'est juste un instrument de travail, un instrument d'évolution, au même titre que les lois, que voilà, que nos pulsions, par exemple, la jalousie, l'esprit de compétition, etc., etc., ce sont des moteurs pour construire cette humanité. Voilà. Mais qui sont destinés à être dépassés. Discourez tant qu'il vous plaira sur la meilleure forme de gouvernement. Tant que vous n'avez pas coupé la racine à la propriété, vous n'avez rien fait. Votre république tombera un jour dans l'état le plus déplorable. Apparemment, c'est ce qu'il écrit. Affirmation capitale en ce qu'elle manifeste une dépréciation du politique ravalé au rang de superstructure. À défaut de supprimer la propriété, toutes les formes politiques se valent dans le pire. À l'inverse, elles atteindraient toutes au meilleur si l'on instaurait le communisme. Cette nouvelle hiérarchie, alors le communisme, c'est ce qui a été essayé, effectivement, à partir de la révolution russe. Sauf qu'il était trop tôt pour l'égalité, pour le fait de ne plus posséder, pour tout ça, c'était très compliqué pour l'esprit humain qui n'était pas encore apte à vivre ça. Ils ont anticipé la finalité de l'humanité
en fait, le communisme, c'est pas un système qui est archaïque, c'est un système qui était trop d'avant-garde. C'est quelque chose qui correspondra, enfin au moins certaines grandes valeurs du communisme, c'est quelque chose qui correspondra à la fin de l'humanité. Et certaines de ces valeurs seront celles que prendront l'humanité pour vivre la plénitude et le bonheur de la finalité, à mon sens. Cette nouvelle hiérarchie se marque dans le Code proprement dit, modèle de législation conforme aux intentions de la nature, où la première des lois fondamentales est sacrée, prescrit que rien dans la société n'appartiendra singulièrement ni en propriété à personne. Quant aux lois de la forme du gouvernement, fondées sur l'élection et la rotation, elles n'arrivent dans ce code qu'en 8e position sur 12, comme de lointaines conséquences de la norme fondamentale. Tout décidément dépend de celle-ci. C'est de sa négation que sont nés les malheurs des hommes. Sa réaffirmation suffira à leur faire retrouver l'âge d'or. Posez cet excellent principe, attachez-vous à tout ce qui le rendra inaltérable, vous aurez pour toujours fixé le sort heureux d'une nation. Voilà ce qu'écrivait Morelli, donc vers la fin du XVIIIe siècle. Alors, toutes ces idées sont très très intéressantes. Après, évidemment, c'est pas ce qui s'est appliqué, et bien souvent l'application, c'est ce qui pose un problème quand une idée n'est pas en cohérence avec le temps du moment. Quand soit elle est trop d'avant-garde, soit elle est trop d'arrière-garde. Si en ce moment, voilà, c'est les idées d'arrière-garde qui sont au pouvoir, qui sont proposées sous forme de ce qu'ils appellent des réformes, c'est des régressions. Et là, c'est incohérent par rapport à l'évolution de la mentalité humaine, par rapport au niveau de conscience atteint par l'humanité. Les gouvernements, les démocraties actuelles sont en retard. Les dominants sont en retard par rapport aux aspirations des peuples en démocratie actuelle. Et c'est ce qui pose un problème, c'est ce qui fait la violence, c'est ce qui fait l'agressivité que le peuple a envers ses dominants, le discrédit qu'il voue aux dominants. C'est quand même hallucinant que dans les années 60, 77% des Occidentaux faisaient confiance à leur gouvernement. C'était incroyable, quoi. Et c'est tombé là à 20%. C'est hallucinant. Et c'est pas, ça a du sens. C'est pas comme ça, le peuple, tout doucement, voilà, il changerait un peu d'avis. Non, non, c'est pas ça. C'est le comportement des dominants qui fait que le peuple n'a plus confiance en ses élites. C'est pas une lubie du peuple du tout. Donc, on voit que le voilà, bon ben en tout cas, je suis arrivé au bout là, de cette lecture de Morelli. Voilà. Alors, la propriété, c'est le problème, un problème de l'humanité. Mais on doit vivre avec ce principe de propriété. On doit, voilà, ça doit passer des uns aux autres. Voilà, on est basé sur ça. La sécurité se passe comme ça. Mais on voit bien à quel point c'est injuste qu'une grande partie de l'humanité puisse avoir accès à la propriété, à un toit, à se défendre, etc., à avoir quelque chose qui les protège. Et puis des millions d'êtres humains
sont contraints de vivre dans la rue. C'est voilà, c'est quand même il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas dit, qui n'est pas éclairé quoi. Comment personne n'interroge nos chefs d'État en leur demandant comment vous pensez, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez du fait que des gens soient obligés de dormir dans la rue, là, aujourd'hui, et depuis, ça fait 5 ans, 6 ans que vous êtes chef d'État. euh, Qu'est-ce que vous pensez que, que, que ces êtres humains soient obligés de dormir dans la rue? Comment vous voyez la vie, leur nuit dans la rue? Expliquez-moi, voilà. Et les tarabusquer jusqu'à ce qu'ils expriment vraiment, jusqu'à ce qu'ils aillent toucher leur empathie. Donc, ne pas les lâcher jusqu'à ce qu'ils touchent vraiment leur empathie. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer, décrivez-moi comment vous seriez si vous deviez ce soir, voilà, aller dormir dans la rue, trouver des cartons pour dormir, vous installer quelque part, etc. Expliquez-moi comment vous ressentiriez cette chose-là. Comment personne ne va interroger ces dominants pour leur faire toucher l'empathie. Voilà. Ça, c'est le rôle normalement des journalistes. C'est le rôle des médias, c'est le rôle. Ils ne prennent pas ce rôle de, de, de vie, quoi, en somme. Voilà. Et donc, on garde ça comme si c'était une norme. Voilà. Il y a toujours eu des gens qui dorment dans la rue. Et bon, voilà, on continue, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. C'est ça, en somme. Sauf que en théorie, un chef d'État, il arrive à dire, avec moi, à la sortie quand j'aurai fini mon truc, il n'y aura plus de SDF dans la rue, il n'y aura plus de personnes sans domicile. Donc ça veut dire que intellectuellement, il sait le problème que ça pose, qu'une société riche comme la nôtre puisse laisser des êtres humains à la merci de tous les prédateurs possibles, à la merci du froid, à la merci de... Voilà, dans un monde comme ça. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'au Moyen Âge, il y avait des gens qui dormaient dans la rue comme ça? Est-ce qu'il y avait, peut-être, je ne sais pas, hein, mais est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a régressé? Comment se fait-il qu'en 700-800 ans, on n'ait pas réussi à résoudre ce truc alors que ça fait partie des grandes valeurs du christianisme de pas laisser des gens dans l'indigence. Voilà. Allez, bon, c'est fini pour ce soir. Merci de votre écoute.